Bonsoir mes amis, vous n'êtes pas sans savoir que le Boeing 737, lorsque les gaz sont appliqués à partir de n'importe quelle attitude de vol, lorsque la puissance des moteurs augmente, il a tendance à se cabrer. Cette tendance-là, dans certaines circonstances défavorables, peut être assez malsaine. Les pilotes, bien sûr, de cet appareil sont entraînés à répondre à ce comportement-là, ils sont entraînés à le reconnaître et à largement l'anticiper, de sorte que lorsque ils remettent les gaz, par exemple, en poussant les manettes, ils s'attendent à un cabrage et ils s'attendent aussi à devoir le contrôler. Et généralement, c'est assez contrôlable. Néanmoins, dans des conditions particulièrement défavorables, on peut trouver ce comportement qui se manifeste de manière particulièrement exacerbée. Et ceci, malheureusement, peut conduire à la perte de l'appareil. Il y a quelques cas qui ont été amplement évoqués sur ce canal, comme par exemple le Tatarstan. Il y a eu le Fly Dubai, avec un avion qui a été perdu, corps et biens. Un autre qui a failli être perdu dans des circonstances extrêmement similaires. Et aujourd'hui, on va parler d'un vol qui a eu lieu le 23 septembre 2007. C'était un vol de Thomson Fly. Thomson Fly remontait ce jour-là, ou cette nuit-là plutôt, c'était une soirée. Il remontait de l'aéroport de Faro, au Portugal, à l'aéroport de Bournemouth. Bournemouth, c'est au sud du Royaume-Uni. Et cet aéroport qui a commencé à être exploité par les civils au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a été marketé à une époque, dans la fin des années 40, a été marketé comme étant l'aéroport de Londres, alors qu'il y a bien 200 kilomètres entre Bournemouth et Londres, et que il faut de nos jours 2h30 de route facilement pour relier ces deux villes, avec les autoroutes qui ont été construites bien après la guerre. On est étonné qu'une époque, on l'appelait l'aéroport de Londres. Mais je soupçonne que certaines compagnies low cost, jusqu'à nos jours, continuent à perpétuer cette légende. Quand l'avion s'annonça sur la fréquence, il était presque 23 heures. Le contrôleur aérien n'eut aucun mal à l'autoriser à atterrir et à le gérer, parce qu'il était le seul dans l'espace aérien. Il était en retard, tout simplement. Les aéroports avaient fermé depuis un bon moment déjà. Il faisait nuit, je disais, et il y avait des nuages, rien de méchant, pas d'orage, pas de phénomène météorologique extrême, mais des nuages comme on va en trouver souvent sur les côtes britanniques en cette saison. Aux commandes, on a le copilote, c'est lui qui faisait donc l'étape ce jour-là, trentaine d'années. À sa gauche, on a un commandant de bord, presque la soixantaine, un gars extrêmement expérimenté qui était en train de monitorer la progression du vol. L'avion se met sur l'ILS, une approche aux instruments, serait de bonne aloi pour essayer de trouver la piste dans cette obscurité à travers les nuages. La piste de Bournemouth est une piste assez particulière. Beaucoup de pilotes ne l'aiment pas. C'est une piste qui est bombée. Ça veut dire que si on considère le seuil, à partir du seuil, elle monte. Il y a une pente, elle monte. Puis on arrive à une sorte de crête. Et après, ça redescend. Les pilotes s'efforcent toujours à atterrir avant la crête. Parce que s'il dépasse la crête, l'avion va flotter au-dessus d'une piste qui s'éloignera de plus en plus de ses roues. Et le plus souvent, ça finira avec une remise des gaz. Donc, les pilotes, pour atterrir sur une piste comme celle-ci, une piste en plus courte, sortent les volets à 40. Les volets à 40, donc quand ça sort à 40, on a pratiquement comme s'il y avait une autre aile qui sort sous les ailes du 737. Et en fait, ça lui permet d'une part de voler lentement, mais d'autre part, il faut faire gaffe. D'autre part, quand les volets sont sortis comme ça, il faut
pas mal de puissance pour maintenir l'avion en vol, pour garder la vitesse. Et en plus, même l'atterrissage va exiger une technique un peu différente. Dans le sens où, quand l'avion atterrit avec les volets à 30, la poussée est réduite à partir de 20 pieds environ, pour qu'il puisse atterrir, alors que lorsque les volets sont sortis à 40, la poussée est gardée plus longtemps, voire, dans certains cas, jusqu'au toucher des roues. Parce que tout simplement, c'est suffisant de couper les gaz assez haut pour que l'avion perde trop de vitesse trop rapidement et tombe comme une enclume quand les volets sont sortis de cette manière-là. Les pilotes le savent et ils sont parfaitement attentifs. Toujours est-il, alors que le pilote automatique est en train de contrôler l'avion le long de l'ILS, l'avion est en train de descendre, quelque chose va survenir. Les manettes des gaz sont ramenées à zéro par le système automanette. Sur l'instant, pourquoi pas, il n'y avait pas besoin de beaucoup de puissance, donc le pilote automatique décide de réduire les gaz au ralenti vol. Il le fait, pas de souci. Mais une fois que les manettes arrivent au ralenti, une sorte de bug qui se manifeste des fois, à peu près un vol sur 250, sur ces avions-là, fera que le système automanette, qui gère les gaz automatiquement, va se déconnecter. La déconnexion d'un système automanette sur 737, qu'elle soit intempestive, comme là, ou bien manuelle, en appuyant par exemple sur les boutons qu'il y a sur les manettes, ne cause pas une alarme particulièrement visible ou particulièrement audible. Si on compare au pilote automatique, si le pilote humain appuie sur le bouton sur le manche pour déconnecter le pilote automatique, il a immédiatement une alarme audible très forte. Pour l'arrêter, il faut appuyer une deuxième fois. Alors que l'arrêt du système automanette, c'est tout simplement quand on appuie, tac, il y a un petit bouton sur le pupitre qui descend, un bouton d'armement du système qui passe de on à off. Il y a une petite lumière qui peut s'allumer sur certains modèles comme celui-là. Il y a une lumière qui s'allume. Il y a sur le Primary Flight Display, il y a sur la gauche, en haut à gauche, il y a certaines lettres qui vont disparaître, mais il n'y a pas d'alarme, ni sonore, ni autre. On est ultra proche, dans une certaine mesure, de l'avion, de ce qui s'est passé sur le Turkish Airlines, Amsterdam, celui qui s'était écrasé. Mais je crois que cet avion-là, c'était plutôt autre chose. C'était un problème de radioaltimètre qui a causé le système automanette de ralentir les gaz. C'est pas vraiment une panne du système automanette, mais ce système-là a été nourri avec de fausses informations, si vous voulez. Là, on a le système automanette qui abandonne l'affaire. Les pilotes ne le savent pas, ils ne le réalisent pas. Le pilote automatique, donc constatant à un moment donné veut garder l'avion sur le plan de descente, que va-t-il faire? Il va cabrer l'avion pour freiner le taux de chute. Si le système automanette fonctionnait, ce qu'il aurait fait, en réponse à cela, il aurait rajouté des gaz pour éviter de perdre de la vitesse. Sauf que le système automanette ne marche plus. Donc, dès que l'avion est cabré, que fait-il? Il va commencer à ralentir. Comme il ralentit, il a tendance donc à perdre de la portance, donc à vouloir s'enfoncer plus vite. Que fait le pilote automatique? Il le cabre encore plus pour empêcher cela. Et le pilote automatique sur 737, il est capable, si on lui donne des ordres pas cohérents ou des ordres mal construits, il est capable d'emmener l'avion jusqu'au décrochage. C'est comme ici, où si par exemple on lui demande de garder une altitude coûte que coûte et on lui coupe les gaz, il va tenter de garder jusqu'à le faire décrocher si nécessaire. Il n'a pas de problème avec ça. Là, c'est pareil. On est sur un plan de descente à 3 degrés avec les volets sortis à 40. Un 737 ne peut pas garder sa vitesse sur un plan de descente à 3 degrés, volet 40 s'il n'y a pas des gaz. C'est pas possible. Donc, il va ralentir. Donc là, ce qu'il fait, il se cabre, il ralentit.
le trim, donc la position de cette petite aile au niveau de l'empennage, le trim va changer avec l'impulsion du pilote automatique. Il va changer pour progressivement faire braquer cette petite aile-là, de sorte que c'est elle qui maintient l'avion cabré, pour qu'elle pousse sur l'empennage ici, pour qu'elle maintienne l'avion cabré. Les pilotes ne réalisent pas, leur vitesse est en train de décroître d'à peu près 1 nœud par seconde. Elle passe sous la vitesse de référence, de l'approche, et elle continue. Et quelque part, à un moment donné, c'est le commandant de bord qui réalise. C'est le commandant de bord qui réalise que la vitesse a complètement foutu le camp. C'était pas la fin du monde, mais il avait quand même perdu 20 nœuds en dessous de la vitesse de référence, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'à un moment donné, toute sa marge de vitesse avait été consommée, et il aurait continué comme ça encore quelques secondes, il aurait commencé à voir le manche qui vibre, les alarmes, décrochage, etc. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il prend les commandes au copilote, donc il annonce que maintenant c'est lui qui a les commandes, il prend les manettes des gaz et il les pousse complètement à fond pour une remise des gaz. Il n'avait pas le choix, c'était ce qu'il fallait faire. L'approche n'était plus stabilisée, et on sait que les approches non stabilisées, ça veut dire les approches où, par exemple, comme ici, on a un écart énorme de vitesse, ne sont pas rattrapables. C'est comme une mayonnaise qu'on rate, et dans le cas d'une approche, si elle est instable, vaut mieux, le consensus de tous les professionnels, c'est vaut mieux refaire une remise des gaz, faire un tour et revenir atterrir, que de s'efforcer à la rattraper par tous les moyens et finir avec de la casse. Prends les manettes et les pousse à fond. Maintenant, il faut voir une chose. L'avion n'était pas seulement lent, il était pathologiquement lent. Ça veut dire quoi? Quand les avions s'approchent pour atterrir, c'est-à-dire que la position de cette aile-là, en réalité, la position de cette aile-là, correspond en fait à des vitesses différentes en termes de stabilité. Techniquement, il serait pratiquement possible de prendre une photo de l'empennage de l'avion et de savoir à quelle vitesse il va. Parce que tout simplement, pour chaque vitesse, va correspondre un calage particulier de cette partie réglable, de ce plan horizontal-là. Ce plan-là horizontal se déplace en fonction de la vitesse. Alors en particulier, quand un avion ralentit, le nez a tendance à tomber. Si on veut le rattraper, il faut configurer cette petite aile pour qu'elle fasse ceci. Pour que elle s'oriente, si on regarde d'avant en arrière, pour qu'elle s'oriente de bas en haut, donc comme ça, de bas en haut, pour que l'air qui arrive dessus presse dessus et maintienne le nez de l'avion cabré. Plus l'avion est lent, plus cette aile est accabrée. Plus l'avion est lent, plus le plan horizontal réglable est accabré. Jusqu'à ce qu'on arrive au stade où, si l'avion est à la marge du décrochage, si l'avion est extrêmement lent, pratiquement à la vitesse du décrochage, le plan horizontal réglable est pratiquement au maximum accabré. Okay? Donc, quand il remet les gaz, il est dans cette situation-là. Il faut considérer d'autres éléments. Alors, certains des éléments qu'on va évoquer sont importants, comme par exemple la position de cette petite aile-là à l'empennage. C'est essentiel, c'est important. D'autres peuvent avoir un effet peut-être cosmétique, ou peut-être, dirions-nous, homéopathique. Mais si on commence à additionner des petits effets qui vont toujours concourir dans le même sens, on finira par obtenir quelque chose de très sérieux. Exemple. Les réservoirs contiennent peu de carburant. On est à la fin d'un vol, on est à la conclusion d'un vol. Les remises des gaz se font par nature à l'atterrissage, si jamais elles ont lieu, et généralement elles se font vers la fin d'un vol. Donc les réservoirs sont relativement vides. Par exemple, ce réservoir-là est complètement vide. S'il est vide, ça veut dire que le centre de gravité de l'avion a tendance à être plus haut. Ce que je suis en train de dire ici
est rarement discutée en aviation, pour ainsi dire jamais. Autant la position du du centre de gravité sur le plan horizontal, le long d'une ligne longitudinale, allant de l'avant à l'arrière de l'avion, est discutée, documentée, et on en tient compte dans l'aviation. Autant le déplacement du centre de gravité sur le plan vertical est quelque chose qui n'existe pas dans la documentation d'un avion. Mais ici, il va jouer un rôle parce que l'avion pivote quand il y a une force au niveau des réacteurs. L'avion va pivoter autour du centre de gravité. Donc, plus la distance entre le centre de gravité et l'axe sur lequel se place la poussée des réacteurs est grande, plus ce moment qui a tendance à faire cabrer l'avion sera élevé. Donc, réservoir vide, centre de gravité plus haut. Train d'atterrissage qui rentre, centre de gravité plus haut. On est dans un low cost, 132 personnes à bord. Vous savez, très souvent on retrouve aujourd'hui dans les compagnies aériennes, et pas seulement les low cost, on va retrouver qu'il y a des fois plus de bagages placés dans les porte-bagages dans la cabine que dans la soute, tout simplement parce que les gens payent pour transporter leurs valises. Alors parfois, ils rentrent n'importe quoi dedans, elles sont de plus en plus lourdes. Et puis on peut se retrouver avec 1,5 tonnes de bagages placés tout le long des porte-bagages. Ceci va concourir aussi à élever le centre de gravité. Autre chose aussi d'important, si on regarde les moteurs du 737-300, c'est des moteurs qui n'ont pas de limiteur. C'est-à-dire que dans certaines circonstances, si l'avion arrive dans une météo froide, dans un air froid et dense, et les manettes sont poussées complètement à l'avant, ces moteurs sont capables de donner plus de poussée que leur poussée certifiée. Parce que leur poussée certifiée est certifiée avec certaines caractéristiques de l'air, et si l'air est plus dense que l'air de certification, on peut obtenir plus de poussée. Autre chose aussi, on peut rentrer dans plein de petits détails. Plus un avion, à toute chose égale, plus un avion est lent, plus la poussée des moteurs est plus élevée. D'ailleurs, la poussée maximale d'un moteur est obtenue à l'arrêt au point fixe. Si un avion est sur une piste, sur les freins, il met les gaz à fond, c'est là où il y a la puissance, ou la poussée maximale. Par la suite, dès qu'il commence à bouger, elle ne fera que diminuer. À toute chose égale, elle augmentera par la suite quand les effets de compressibilité compresseront l'air, agiront comme une sorte de pré-compression de l'air avant qu'il arrive sur la soufflante. Mais le fait est que un réacteur, comment un réacteur génère de la force? Eh ben, il y a deux choses, deux facteurs importants. La quantité d'air qui arrive à passer à travers. La quantité d'air. C'est pour ça que en altitude, les réacteurs ont moins de force qu'à basse altitude, parce que l'air est moins dense. Donc forcément, ils auront moins à accélérer. Ils auront moins d'air à prendre et projeter en arrière. Donc ça, c'est déjà un élément. Deuxièmement, c'est la différence de vitesse, le delta V, la différence de vitesse entre l'entrée et la sortie. Si on s'assoit sur un réacteur, ce qui n'est pas conseillé pendant un vol, et on regarde l'air qui sort, la vitesse à la sortie d'un réacteur est quasiment constante, quelle que soit la vitesse de l'avion. Donc, si on est à l'arrêt, on a ici l'air qui est à 0, et là qui a une vitesse élevée. On a un delta V, on a une différence de vitesse élevée. Mais quand un avion est en train d'avancer, le delta V, la différence de vitesse, est plus faible. Donc forcément, moins de poussée. Quand un avion est très lent, et celui-là était très lent, la poussée est légèrement plus élevée. Vous voyez, plein de petits détails, il y a plein de petits détails qui viendront concourir, mais tous dans le même sens. Je peux vous en donner un autre. Les volets étaient à 40. Quand la remise des gaz a été initiée, par la procédure liée à cet avion, il faut rentrer les volets à 15. Que fait le copilote? Quelques secondes après la mise en puissance, il prend les volets, il les sort la manette du cran qui est de son côté, il la sort du cran 40 et il avance à 15, clac, il la fait rentrer.
les volets commencent à rentrer. Réfléchissons à la sortie et la rentrée des volets sur Boeing 737. Quand les volets sortent, il fait quoi le 737? Il a tendance à piquer. Il sort ici. L'air pousse dessus. Ils ont tendance à faire piquer l'avion. Donc, quand les pilotes sortent les volets, ils ont tendance à constater justement que l'avion a tendance à piquer et ils doivent agir avec le trim ou avec les commandes en tirant sur le manche. Donc, si on regarde dans le sens inverse, que fait l'avion quand les volets sont rentrés? Il a tendance à se cabrer. Il fait l'inverse. Il a tendance à se cabrer. Ok? Il y a plein de petits éléments. C'est ça le problème. C'est qu'il y a énormément de petits éléments qui vont se rajouter pour nous donner cette histoire. Et malheureusement, ils vont tous dans le même sens. La réalité, c'est que assez rapidement, le commandant de bord entend le copilote lui dire pitch, pitch, pitch too high, pitch too high. Ça veut dire que tu es en train de le cabrer trop. À ce moment-là, il était à 22 degrés de pitch. Il était à 22 degrés. Donc là, il est en train de sortir de la zone normale, on va dire, de son pitch. Sur un Airbus, par exemple, ça ne serait pas arrivé. Quoique, si on regarde l'Airbus XL Airways, au large de Perpignan, il s'est écrasé sur une remise des gaz. Il y a une remise des gaz qui se retrouvait littéralement à la verticale. Pourquoi? Parce que les systèmes de protection, des commandes de vol électriques, ne fonctionnaient pas parce que des sondes étaient gelées en ce moment-là. Ça veut dire que quelque part, il s'est comporté comme un Boeing, comme le dit des fois Airbus. Il s'est comporté comme un Boeing et donc il s'est écrasé. S'il avait eu ces systèmes, donc le XL Airways, s'il avait eu ces systèmes de protection normaux en fonctionnement, dès qu'il aurait commencé à se cabrer, il aurait atteint une limite à partir de laquelle, automatiquement, qu'on lui demande ou non, automatiquement, le pilote automatique aurait commencé à agir sur le plan horizontal réglable pour garder le nez de l'avion dans une position raisonnable. Le commandant de bord pousse sur le manche, et puis il répond « je pousse sur le manche ». Le copilote, par acquis de conscience, prend le manche aussi et pousse. Les pilotes voient l'avion continuer à se cabrer. 32, 34, 35, et à un moment donné, il arrive à 44 degrés. Le maximum enregistré, c'est 44. Ça veut dire que cet avion, que je vous montre à l'écran, qui est à peu près en position 45 degrés, est une illustration assez réaliste de la position qu'a atteint l'avion de Thomson Fly. Une fois qu'il a atteint cette vitesse-là, cette attitude-là de 44 degrés, la vitesse est tombée à 82 nœuds. Ça veut dire que c'est une vitesse à 2 chiffres. Vitesse à 2 chiffres, 82 nœuds, on est à peu près 150 km/h. On est très très loin en dessous de la vitesse nécessaire pour que cet avion vole. Cet avion est en décrochage profond. Il n'y a plus assez d'air qui circule sur ses ailes pour lui donner la moindre portance. L'altitude est de 2500 pieds. L'incident, la remise des gaz avait commencé à 1500 pieds. Le temps qu'il réalise ce qui se passe, ils étaient à 2500. L'avion a commencé à s'incliner sur le côté. Le commandant de bord a corrigé avec la gouverne de direction, parce qu'à cette vitesse-là, les ailerons, ça sert à rien, il faut oublier, ils répondent quasiment pas. Il donne un coup avec la gouverne de direction pour le garder à plat. Et puis, il réalise qu'il est dans une situation qui peut malheureusement engager le pronostic vital. Décrochage profond, 80 nœuds, 2500 pieds du sol, attitude inusuelle, 44 degrés de cabret. C'est pas une situation de laquelle on s'en sort. C'est une situation de crash. Et ce genre de crash, généralement, c'est qu'un bilan complet. Le commandant de bord décide de faire un truc absolument ahurissant. Il y a 2 choses qui sont conseillées dans ces situations-là. Si on regarde la documentation même de Thomson Fly, il y a 2 choses qui sont conseillées. Réduire les gaz, quoique il faut être très motivé pour réduire les gaz alors qu'on a 80 nœuds au compteur. Et dans certaines situations, alors que là, mais c'est pas nécessairement possible, il n'y a pas beaucoup de réponses latérales,
c'est incliner l'avion. Parce que si l'avion s'incline, il n'y a pas le choix. Un avion qui s'incline ne peut pas rester cabré. Il y a toujours un moment, quelle que soit la force qui tend à le faire cabrer, si l'avion est incliné, tôt ou tard, il n'a pas le choix. Tôt ou tard, il est obligé, le nez est obligé de tomber sous l'horizon et l'avion commencera à accélérer. Oui, mais 2500 pieds. Le commandant de bord réduit les gaz. Il ne réduit pas complètement, mais il prend les manettes, il les ramène un peu en arrière. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Le nez de l'avion commence à tomber. La vitesse augmente un peu. Dès que le nez de l'avion passe sous l'horizon, il met les gaz à fond encore une fois. Et il va travailler au trim pour mettre le trim à piquer. De manière assez incroyable. Et c'est probablement le seul exemple qu'il y a dans toute l'histoire de l'aviation. L'avion est récupéré. Décrochage profond. 2500 pieds. En pleine nuit. Dans les nuages. Vitesse à 2 chiffres. 82 nœuds. Attitude inusuelle. Boeing 737. Ces gars l'ont récupéré. C'est quelque chose aujourd'hui dans l'aviation britannique qui est toujours donné en exemple. Il n'y a pas un autre cas comme ça. Ni au Royaume-Uni, ni ailleurs. L'avion est récupéré. Ils mettent les gaz, ils accélèrent, ils font un tour, et ils arrivent à revenir atterrir. Ils vont garer l'avion, les passagers descendent, prennent leurs bagages sur le carrousel et rentrent chez eux. Le commandant de bord va annoncer, dans un système interne à la compagnie, il va annoncer cet incident, il va le décrire en quelques mots. Mais le problème, c'est que le responsable qui regardait ces messages-là était en vacances. Le commandant de bord, voyant que personne ne le contacte, le lendemain, il revient, il vole. Cet avion va voler pendant pratiquement 2 semaines. Alors qu'un appareil qui a subi ce qu'a subi cet avion, normalement, aurait dû être contrôlé. Aurait dû être contrôlé de fond en comble pour voir si ceci n'a pas occasionné des dégâts quelconques. Ce contrôle n'a pas eu lieu. L'avion a continué à voler. Et c'est pratiquement 2 semaines plus tard que l'histoire va être identifiée, remontée aux autorités, et une enquête complète est ouverte. Donc, ces gens n'ont pas été sanctionnés. De toute façon, ils ont réussi à sauver l'avion. Mais ceci illustre que lorsque des petits éléments se succèdent et qu'ils viennent se rajouter à une caractéristique déjà naturelle de l'avion, on peut se retrouver comme ceci, dans une situation où les pilotes n'avaient aucune autorité pour faire piquer le nez de l'avion. Ça veut dire que les pilotes étaient réellement embutés, ils avaient le manche contre le tableau de bord, et malgré tout l'avion était à 44 degrés. S'ils avaient gardé cette attitude, et s'ils n'avaient pas réduit les gaz, c'était quand même un risque énorme de réduire les gaz, parce qu'ils auraient pu les réduire et tomber comme une pierre, ils auraient pu tomber comme ceci aussi. Ils ont réduit les gaz, et ceci, par miracle, a permis à l'avion de raccrocher. Mais ce n'est pas quelque chose, si c'était à refaire, probablement l'avion s'écraserait. C'est un miracle ce jour-là. Personne n'arrive réellement à comprendre comment les pilotes ont pu le récupérer. D'autant plus que une partie des données avait été effacée au moment où l'enquête a commencé. Donc une partie des données techniques étaient écrasées, comme les données sur le CVR et tout ça étaient déjà bien écrasées. Voilà donc mes amis, je voulais juste vous parler de cette histoire. Elle a eu un dénouement heureux quand même. Ça a permis l'entraînement des pilotes de Thompson Fly qui sont revenus un petit peu sur cet incident qui a été reproduit nombreuses fois en simulateur. Mais je voulais quand même insister sur la brutalité de ce mouvement-là quand il apparaît sous des conditions extrêmement défavorables. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était la 101e et on se voit dans une prochaine. À bientôt.